Voilà, vous allez avoir un petit message. Donc, bienvenue à la conférence aidante. Je suis vraiment très heureuse de vous avoir. Je vous présente Virginie qui est à côté de moi. Je vais me présenter en premier, donc Anne Margalin. Je suis 3 fois aidante avec mon beau-père, ma mère et mon père, que j'appelle mes sweet papis, puisqu'ils ont 91, 92 et 96, bientôt 97 ans, sachant que celui de 97 ans est le plus en forme par rapport aux deux autres. Donc, j'en suis satisfaite aujourd'hui, ça me soulage un peu. Et on a choisi comme thème aujourd'hui sur Alzheimer, il va y avoir plusieurs conférences sur Alzheimer forcément, mais celle-ci, elle vient de Sont-ils heureux de nous voir. Voilà, je vais laisser Virginie se présenter et je vous remets dans le chat les coordonnées de mon podcast puisque je suis à la fois aidante et en même temps fondatrice d'un centre de ressources avec un podcast, cette conférence-là et d'autres choses qui vont arriver tout de suite après. Voilà. Virginie, je te laisse. Merci Anne. Bonjour à toutes et bienvenue dans la conférence. Je me présente Virginie. Je suis sophrologue, je suis coach de vie professionnelle et podcasteuse du podcast La Voix positive. Mon but, c'est de pouvoir accompagner Anne et tous les autres aidants dans leur démarche, leur apporter un peu de positif, un peu de bien-être et beaucoup de joie au maximum de ce qu'on peut faire. Je suis ravie de pouvoir partager ce moment avec vous. Voilà. Je vous remets également les coordonnées si jamais faut que je ça va le vous intéresser. Voilà, tout à fait. Donc, deux podcasteuses, dont une qui a été formée par Anne-Claire Leca, qui est donc la fille de Madame Leca, qui est juste en dessous. Voilà, donc aujourd'hui, je voulais parler donc c'est un petit peu particulier parce que lorsque j'ai été voir mon papa, qui n'est pas atteint d'Alzheimer dernièrement, il s'est retourné vers moi et puis il m'a dit « Je pense à toi tous les jours ». Et là, je me suis dit « Ouh, ça fait du bien, ça fait une sensation bien particulière ». Et je me suis dit « Mais pour ceux qui sont Alzheimer, qu'on voit souvent, il y en a qui sont souriants. Et j'ai fait une immersion il y a à peu près 10 jours en EHPAD dans des différents niveaux d'unité, dont une unité protégée, le dernier niveau, hein, vraiment difficile. Et ils étaient quand même assez souriants et tout du moins les soignants m'ont dit qu'ils étaient contents de les voir. Et donc je me suis dit, nous, on est contents de les voir, mais est-ce que eux, ils sont heureux de nous voir? Donc c'est un peu la thématique que j'ai voulu aborder aujourd'hui. Et j'ai fait un peu de recherche. J'ai trouvé qu'il y avait des chercheurs dans une université dans la Hawaï en 2019 qui avaient fait justement des tests et qui avaient confirmé par ces tests-là que en présence de leur entourage, même si la mémoire faisait défaut, ils ressentaient des émotions joyeuses. Alors, on sait que ce n'est pas dans la dernière partie, en général, c'est un petit peu plus compliqué à la fin de la maladie d'Alzheimer, mais au début, ils ont quand même une tendance à être contents de nous voir et de partager quand même avec nous ça. Donc, j'ai eu envie d'en discuter avec vous. Donc, je vous remercie en tout cas d'être là. Et j'ai invité Barbara, qui est là. Barbara Menke, je vais laisser se présenter et nous expliquer son livre et son parcours. Juste avant, je voudrais que Virginie ait la gentillesse de me dire ce que la sophrologie, toi en tant que sophrologue, ça peut apporter pour Alzheimer. Oui, effectivement. Alors, d'un côté plutôt aidant, hein, en tant qu'aidant, la sophrologie peut apporter beaucoup. On sait qu'effectivement, quand on est aidant, il y a quasiment un aidant sur deux qui a du mal à concilier vraiment sa vie professionnelle avec sa vie personnelle, en tout cas en tant qu'aidant. Et effectivement, ça pose quand même un changement radical hein, dans la vie d'une personne. C'est l'organisation de la journée, c'est l'organisation quotidienne, professionnelle. En fait, il y a aussi ce chaos émotionnel hein, qui vient en tsunami sur cette charge. Et tout ça, ça remet la vie personnelle en question. Et on met un peu de côté tout ça et on a une notion de sacrifice. Hein. Dans ces cas-là, on a envie vraiment de pouvoir accompagner nos proches au maximum. Et dans le rôle d'aidant, c'est pas de tout repos. Ça apporte parfois et souvent hein, des contraintes, qu'elles soient physiques, une charge de travail supplémentaire. C'est presque comme si on avait une personne complète vraiment en autonomie qui dépend de soi.
Donc, c'est une charge lourde, autant qu'un enfant qui arrive à la maison. Donc, vraiment, cette notion de sacrifice, et ça peut amener son lot, évidemment, hein, d'inquiétude et d'angoisse. Tout ça, ça peut également, du coup, avoir des répercussions sur la santé, hein, de l'aidant, des troubles du sommeil, une baisse de morale. Enfin, je vais pas appuyer là-dessus. La bonne nouvelle, l'aspect positif, hein, c'est que la sophrologie, c'est une pratique qui permet de soulager. Elle ne va pas faire disparaître complètement cette situation, évidemment, mais en tout cas, elle va venir soulager, elle va venir se poser comme un pilier, hein, pour pouvoir se reposer un petit peu dans les temps lourds. Il y a beaucoup d'études, hein, qui ont démontré que ces accompagnements dans le quotidien avaient vraiment un effet bénéfique pour les aidants. Ça apporte son soutien, on apprend à gérer le stress, on apprend des techniques de respiration pour pouvoir vraiment avoir une qualité de vie au mieux dans un moment compliqué. C'est vraiment instaurer un calme, faciliter l'endormissement, gérer les émotions négatives. Bref, c'est vraiment un moment pour soi, pour apprendre, pour prendre un moment pour soi. Si vous vous sentez bien, la personne va le ressentir et elle se sentira mieux également. Il y aura moins de stress. Donc voilà, ce que la sophrologie peut amener en tout cas en tant qu'aidant, et évidemment, elle peut également accompagner les personnes souffrant d'Alzheimer. On en verra dans un autre sujet. Alors, merci beaucoup. Je voulais dire bonjour à Nadine. Oui, bonjour Anne et bonjour à toutes. Oui, Bonjour, enchantée bonjour. d'être Et là. Maldonado, je vois pas qui c'est, mais je sais qu'elle me suit. Donc, merci d'être là. Nadine, je te laisse te présenter rapidement avant de passer la main à Barbara, parce que tu as un métier aussi que j'apprécie. Et j'ai aussi une interview avec toi qui est aussi superbe. Merci. Donc, je suis ravie de vous retrouver et puis bravo pour cette belle initiative et tout ce beau travail effectué. C'est magnifique de pouvoir aider les aînés de cette manière-là. Donc, moi, je suis aujourd'hui formatrice sur des approches non médicamenteuses, dont l'approche Snoezelen, donc l'approche de relation et de communication par le biais de la sensorialité. Et je partage auprès de professionnels soignants, que ce soit en service de soins infirmiers à domicile, auprès de professionnels d'EHPAD, et puis aussi dans le milieu du handicap et en crèche aussi, puisque c'est une méthode qui se diffuse aujourd'hui beaucoup dans les crèches et dans d'autres milieux d'ailleurs. Et voilà, après avoir été accompagnante dans un EHPAD près de Pau. Et je m'occupais particulièrement des personnes les plus dépendantes et les plus démunies, et je les accompagnais par le biais de cette approche-là, par le biais de la sensorialité, avec un espace dédié et des réflexions aussi qui se sont portées sur l'accompagnement sur les temps du quotidien, de prendre en compte tout le fonctionnement sensoriel de la personne pour favoriser le bien-être et le bien-vivre. Non seulement sur des temps et dans un espace dédié, mais également qu'il y ait une continuité et une cohérence de vie pour la personne tout au long de sa journée. Merci beaucoup, Voilà. Nadine. Alors, Barbara, je vais te laisser te présenter et je repasserai à Amélie un petit peu après parce qu'elle a un super outil à présenter que j'essaye de m'amuser avec moi pour l'instant. Barbara, je te laisse te présenter. Je n'ai pas de son. Ça marchera mieux avec le son. Voilà. Alors, excusez le décor, hein, c'est un peu festif. Je suis sur la route. C'est compliqué. Hein, je suis toujours un peu sur la route, mais bon, je fais au mieux. Je suis là et c'est ce qui compte. Je suis ravie d'être là. Le premier témoignage qu'on a entendu avant même l'enregistrement m'a déjà beaucoup émue parce que je m'y suis effectivement beaucoup retrouvée. Donc, qui je suis en quelques mots? Alors, je ne sais pas si le mot aidant s'adapte à moi, pour être honnête. Je suis plus aimante qu'aidante parce que je n'aide pas ma mère au quotidien. Je suis très loin. Donc, je fais au mieux. Je vais la voir aussi souvent que possible. De par mes autres activités un peu aidantes quand même, vu que je suis sapeur-pompier volontaire et que j'appartiens aussi à une association de pompiers. Et là, c'est du travail associatif humanitaire. Donc, on se déploie à l'international. Donc, c'est vrai, et c'est ce que je disais à la première fois que j'ai assisté à ce podcast, que je suis forcément sensibilisée
à des tas de problématiques, les faits que les personnes aient besoin d'aide et qu'on puisse chacun, à sa manière, apporter quelque chose. C'est vrai que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Mais voilà, entre ce qu'on fait pour les autres et ce qu'on se retrouve à faire un jour pour ses proches, ce sont deux problématiques complètement différentes. Et bah, aujourd'hui, il faut gérer les deux, hein, de concert. Donc, ma maman a Alzheimer, elle vient d'avoir 90 ans. Donc, je sais qu'ici, on comprendra si je dis que malgré son âge, bah voilà, on aimerait malgré tout qu'elle aille bien. Parce que c'est vrai que si on en parle à d'autres personnes, on va nous répondre, oui, bon, en même temps, ta mère, elle a 90 ans. Voilà. Donc, c'est presque une fatalité qu'il se passe quelque chose. Mais elle allait très bien il n'y a encore pas si longtemps. Donc finalement, oui, la dégringolade, il y a des paliers, ça va plus ou moins lentement. Et puis d'un coup, ça va très, très vite. Donc pour nous, finalement, les 6 derniers mois, c'est allé très, très vite. Donc aujourd'hui, ma mère est dans un EHPAD. Et comme j'ai passé une année quand même assez difficile, sans prendre conscience de l'aide que je pouvais trouver autour de moi, que ce soit la sophrologie, parler avec d'autres, alors que j'ai vraiment pas communiqué beaucoup. Et ben, j'ai écrit ce bouquin, un petit livre qui s'appelle « Maman ne m'oublie pas » parce que bah, le fait que ma mère puisse m'oublier un jour, c'est ma pire angoisse. Excusez-moi, je suis un peu émue. Et donc voilà, j'ai publié ce livre et avec la publication de ce livre, je trouve que j'ai réussi à me délester un petit peu de tous ces sentiments très négatifs que j'avais, même si ce n'est pas forcément flagrant au moment où je vous parle, et que j'arrive aujourd'hui à me focaliser un peu plus sur le positif. Donc, plutôt que de m'attarder sur tout ce qu'on a perdu et qu'on ne retrouvera jamais, plutôt me dire bah, qu'est-ce qu'il nous reste, le partage, les discussions, même si ce n'est pas forcément compréhensible, ce n'est pas grave. Voilà, la tendresse. Et pour la thématique d'aujourd'hui, j'étais avec ma maman lundi. J'ai d'ailleurs envoyé une photo à Anne qui, je pense, répond à la question « Est-ce qu'ils sont contents de nous voir ?» Oui. Ma mère m'a dit « Je suis très contente de t'avoir là » et elle avait un sourire, ce qui est merveilleux parce qu'il y a quelques mois, on est passé par des moments difficiles. Mais aujourd'hui, elle a juste ce grand sourire et qui s'agrandit encore plus quand j'arrive. Donc, voilà, elle a perdu ses repères. Donc, forcément, sans référentiel, les émotions, c'est un peu plus complexe à gérer. Mais néanmoins, le plaisir, il est là et elle sait même encore me le dire. Donc, c'est un double bonus, en fait. Voilà. Comment est-ce qu'elle t'a l'impression qu'elle te le dit, qu'elle te transmet les informations? Heureuse, alors, elle arrive dire. donc Alors, ça, elle arrive encore à me le dire. Ça ne durera peut-être pas toujours. Et puis, on a beaucoup de communication non verbale. Maintenant, c'est vrai que j'arrive. Je suis plus câline peut-être encore qu'avant, hein, même si je l'étais déjà beaucoup. Et puis, surtout, je lui prends la main et je ne la lâche plus pour tout le temps de ma visite. Voilà. Pour plus de proximité et puis qu'elle ressente bien tout ça. Après, le plaisir de me voir, vu qu'il était question des aides-soignantes ou des infirmières, etc. Alors là, je suis un peu plus mitigée parce que quand je suis avec ma mère et que les aides-soignantes arrivent, elle se referme un peu. Elle estime que son temps là, c'est avec sa fille. Et donc, elle voit ça vraiment comme une interruption et je trouve qu'elle devient plutôt assez sèche même. Mais peut-être qu'en mon absence, et il faut dire que les aides-soignantes en plus sont vraiment adorables. Mais bon, du coup, quand je ne suis pas là, je ne vois pas comment ça se passe. Mais en tout cas, les émotions sont là. C'est vrai que ça part un peu dans tous les sens, mais elles existent encore. Et il faut capitaliser, il faut optimiser chacune de ces émotions. Et, c'est vrai qu'on a toujours été proches, fusionnels, donc ça dure malgré tout, malgré la maladie. Alors, je vais pas coincer trop longtemps Amélie parce que je sais qu'elle a pas mal de rendez-vous, mais je voudrais qu'elle se présente parce qu'elle a mis au point un outil que je trouve formidable. Si je te laisse te présenter, Amélie, et présenter Stimuline, et je reviendrai vers Barbara pour pas lui faire perdre trop de temps non plus si elle est en voyage. Bonjour à toutes. Vous m'entendez bien? On t'entend bien. Ouais, super. Tout d'abord, merci Anne pour l'organisation de cette conférence. Je trouve ça toujours hyper riche d'avoir des retours d'expérience, de pouvoir partager ces expériences, toujours riche en émotions aux côtés de personnes fragilisées par la maladie. Donc moi, je suis Amélie Poutier, je suis nantaise et j'ai bien aimé... Pardon, je suis un petit peu malade. J'ai bien aimé la présentation de Barbara en disant qu'elle n'est pas aidante, mais plutôt aimante. Si tu me permets, je vais reprendre le terme. Moi, aujourd'hui, dans la famille, c'est mon beau-père qui est atteint d'une maladie apparentée à Alzheimer. Et en gros, il y a un peu plus de 2 ans maintenant, j'étais extrêmement frustrée
de voir que malgré, entre guillemets, tous nos beaux diplômes dans la famille, quand on voyait notre beau-père, alors moi, mon beau-père, mais pour mon mari, son père et ses sœurs, leur papa aussi, on était infichus d'interagir avec lui parce que pour le coup, lui, les émotions, c'est très compliqué puisqu'il est très apathique. Donc les sourires, aujourd'hui, ils sont très rares. Quand on a un sourire, c'est une énorme victoire. Et donc, il y a 2 ans, je me suis dit, mais en fait, on est en train de perdre le contact avec lui. Quand on est en week-end, qu'il est avec nous, on a l'impression qu'il est à côté de nous et qu'on est en train de l'exclure malgré nous. Et pourquoi on l'exclut? Tout simplement parce qu'on ne savait pas quoi faire avec lui. On ne savait pas quoi faire, on ne savait pas quoi lui proposer. Il n'a plus le langage verbal. Quelqu'un qui ne sourit pas, c'est aussi perturbant parce qu'on ne sait pas est-ce qu'il nous écoute vraiment, est-ce qu'il comprend, est-ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas ce qu'on dit, ce qu'on lui propose. Enfin, c'est quand même hyper compliqué. Bref, j'imagine que beaucoup d'entre vous êtes confrontés à ce genre de choses, évidemment. Et moi, je déteste la frustration. Je viens du domaine du numérique, des nouvelles technologies, etc. Et en gros, il y a 2 ans, j'ai tout plaqué. J'ai tout plaqué en me disant, OK, moi, dans mes compétences professionnelles, je connais très bien le numérique et je pense que le numérique peut peut-être nous aider à essayer de maintenir un lien avec nos proches. Et donc, j'ai créé Stimuline. Alors, je ne vais pas m'étaler pendant 3 heures sur Stimuline. Vous pourrez aller voir sur le site internet et au besoin, on pourra se recontacter. Mais en gros, je suis partie du constat que on manquait, nous, famille proches de ces personnes malades, on manquait d'outils vraiment pour stimuler notre proche, pour garder le contact, pour partager un moment avec lui. Et donc, j'ai créé Stimuline avec des neuropsy, ergothérapeutes, des médecins gériatres, etc., avec un concept entre guillemets simple, permettre à la famille de personnaliser des exercices qui vont avoir un caractère à la fois stimulant pour le cerveau et apaisant au sens apporter du bien-être sur la base de photos personnelles, de photos de famille. Et notamment, on plébiscite beaucoup les photos anciennes puisqu'on sait que les photos anciennes, ça fait appel à la mémoire autobiographique, donc celle qui est la plus longtemps préservée dans la maladie. Et derrière ça, en fait, notre outil, ça permet vraiment de pouvoir garder un lien avec son proche, de lui apporter une forme de bien-être et in fine, derrière, de continuer à le stimuler et à faire des choses avec lui ou avec elle. Voilà, enfin, je ne m'étale pas plus, mais en gros, voilà le projet que je porte depuis 2 ans. Anne va commencer à utiliser Stimuline et là, on est en train de déployer Stimuline dans différentes familles après une longue période de recherche et développement et de tests avec des professionnels de santé, puisque là encore, on est sur un outil qu'on veut apporter du bien-être, mais on parle bien de personnes qui ont des besoins spécifiques. Il faut pas faire n'importe quoi. Donc, oui, moi, je vais essayer de l'utiliser avec mon beau-père. Alors, ce n'est pas Alzheimer, mais il a fait un AVC massif il y a 5 ou 6 semaines. Il est en aphasie. Il sort donc, les 2 premières phrases sont à peu près audibles et le reste, il parle, mais c'est incompréhensible. Donc, j'ai proposé à Amélie de prendre la tablette et je vais essayer d'y aller demain et de lui faire des exercices. Mais avant, il fallait que j'implémente la tablette en mettant des photos de ses petits-enfants, des choses comme ça, puisque dans Stimuline, il y a des quiz, il y a des pulses, il y a des tas de choses. Des mémories, voilà, des tas de choses où je vais essayer. Je vais voir s'il n'est pas réfractaire déjà à la tablette, parce qu'il n'avait même pas de portable, il n'avait rien du tout. Hein, donc, je vais tenter par ce biais-là. Et parce que il est en EHPAD depuis 1 an, il a eu ça donc depuis 6 ou 7 semaines, et il a dû voir l'orthophoniste 2 fois. Donc, c'est ça. Ce que disait Madame, tout à fait, voilà. Et on sait que si on n'y est pas derrière, ça dépend des EHPAD, hein, on ne va pas généraliser non plus. Il y en a qui sont très bien, mais c'est vrai que c'est en général la famille et les aimants ou des aidants très proches qui peuvent vraiment stimuler.
Donc, merci beaucoup Amélie. Parce Et que, juste, je me permets dernier point, j'allais quand même oublier ça. On est toujours à la recherche de ce qu'on appelle des bonnes étoiles, donc des aidants, des aimants, qui sont intéressés par des solutions innovantes comme Stimuline et qui aimeraient faire partie de notre groupe de testeurs. On a déjà des testeurs, mais ce qu'on aime bien, c'est faire tourner un peu les testeurs pour une raison très simple. C'est que pour nous, un testeur doit avoir un regard neuf, très critique, constructif sur la solution. On fait évoluer notre solution, on l'enrichit en permanence. Et l'idée, c'est de pouvoir justement avoir des retours sur des personnes qui ont un regard totalement neuf, puisqu'on sait qu'un testeur, une fois que ça fait 2-3 mois qu'il utilise Stimuline, il commence à plus avoir le regard neuf. Donc l'idée, c'est de pouvoir toujours se remettre en question parce qu'on sait que l'ergonomie, c'est hyper important. Enfin, on est dans de l'amélioration et de l'enrichissement en continu. Donc si vous-même ou si vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés pour utiliser ce type de solution, je vois... Voilà, j'ai une main qui se lève. N'hésitez pas à me contacter. Audrey, je ne sais pas si ça t'intéressera. On va laisser la parole peut-être à Nadine. Je pense qu'elle voulait réagir par rapport à ce que tu avais dit. Bien sûr. On ne t'entend pas, Nadine. Hop, je réactive. Voilà. Oui, je voulais poser la question si ça pouvait être testé effectivement dans un EHPAD. Donc, est-ce que ça oui. Oui. Oui, alors on est sur un usage, en revanche, je précise, on est sur un usage individuel. Puisque pour le coup, en EHPAD, ils font beaucoup d'ateliers collectifs. Donc, je ne sais pas si vous aviez un contexte particulier ou si vous vouliez tester avec une personne ou plusieurs résidents en EHPAD. Non, mais parce qu'en fait, pendant le confinement, les personnes se sont retrouvées très isolées par rapport aux familles. Et en fait, nous avons bénéficié de tablettes. Et là, j'ai juste le temps que vous parliez, je suis allée voir un petit peu la page d'accueil de Stimuline. Et effectivement, je vois que ça ressemble un peu ou un téléphone ou une tablette. C'est sur tablette, en gros. C'est sur tablette et on est vraiment, j'insiste vraiment là-dessus parce que c'est le cœur du concept. On est sur un outil qui est ultra personnalisé et c'est vraiment tout. C'est en ça qu'il est très innovant et qui va permettre d'amplifier l'impact de chaque exercice stimulant, puisqu'on va avoir, si je vous prends un exemple très concret, un puzzle qui est personnalisé, par exemple, avec la photo de mariage d'une personne. Naturellement, la personne va avoir beaucoup plus d'intérêt pour l'exercice et va réaliser l'exercice avec beaucoup plus d'entrain et in fine, il y aura plus d'impact. Il y a une partie un peu musicale également dans l'outil, enfin, il faut le découvrir, mais en EHPAD, ce qu'on a eu pas mal de retours de personnes en EHPAD, notamment des animatrices qui étaient intéressées, etc. Sauf qu'aujourd'hui, les animateurs, animatrices, ils font du collectif. Et nous, on a fait des tests en EHPAD et le collectif, c'est pas... Non, c'est... Alors, ça se fait, hein, mais du coup, on perd vraiment l'intérêt de la personnalisation. Voilà, donc pour nous, aujourd'hui, on fait plus... On a fait un peu dans les EHPAD sur du collectif. Les EHPAD, on est plutôt aujourd'hui à proposer directement aux familles ou alors ça peut être des personnes qui interviennent directement auprès des résidents. Alors, ça peut être orthophonie, ça peut être parfois des dames de compagnie ou des auxiliaires de vie qui sont vraiment là pour pouvoir proposer des activités stimulantes aux personnes en résidence. Et là, on est vraiment sur une logique individualisée. Voilà, donc on est vraiment sur une approche très individuelle. Je ne sais pas ce que vous aviez en tête, vous en EHPAD, si c'était plutôt une utilisation en collectif ou... Non, l'idée c'était effectivement, j'ai entendu que vous disiez que c'était très personnalisé et parce que ce sont des choses que nous faisons déjà en fait, de mettre sur des clés USB par exemple des photos pour la personne et que nous projetons en fait et qui sont vraiment spécifiques à la personne ou alors un album photo ou, bon là j'ai bien entendu que c'était le numérique mais oui. en fait Ouais.
Voilà, C'est juste que nous, ça dépasse les photos. Les photos, c'est vraiment comment dire, effectivement, un point d'entrée, enfin, un contenu en entrée que derrière, on transforme en activité puisque la partie photo, effectivement, c'est vraiment la base, comme vous dites, c'est le support de base, mais qui est transformé, quoi. Mais du coup, on peut en reparler si vous le souhaitez. On peut se recontacter et puis en discuter, voir si vous souhaitez le tester en EHPAD. Évidemment, il n'y a aucun souci, ça peut être fait. Du coup, juste petite parenthèse, Anne, est-ce que à l'issue de la conférence, est-ce qu'on pourra récupérer les coordonnées des uns et des autres ou pas? Bien sûr, de ceux qui le souhaitent, on se mettra en contact, il n'y a pas de problème. Audrey, ça t'intéresse aussi, je pense? Enfin, tu ne vas pas me dire non en direct. Ah mince, c'est exactement ce que j'allais faire. Tu sais très bien que j'allais pas te dire non, vu ce que je fais comme métier, hein, franchement. Ben voilà. Ok. Ok. Merci beaucoup, Amélie. Mais je mettrai en contact vous me direz tous, vous pouvez écrire dans le chat éventuellement qui va être intéressé à Oui, vous pouvez me récupérer laisser les vos coordonnées. coordonnées et puis Voilà. ouais. On n'est Ok. pas 50 non plus, donc c'est bien. Je voudrais ne pas déranger trop Barbara, donc éventuellement terminer peut-être sur le livre et rappeler, parce qu'il y avait une question d'une personne qui devait venir, mais je vois qu'elle n'est pas là, où elle parlait de l'évolution de la maladie. C'était Céline. Et y a-t-il un traitement pour ralentir la maladie? Bon, globalement, on sait tous que non, pas spécialement, hein, c'est pas encore le cas. Et l'évolution de la maladie, elle dépend tellement de la personne, de l'environnement, ce que disait Madame Leca, c'est-à-dire carrément des traitements qu'on peut leur donner, hein, qui peuvent les abattre d'un seul coup et on les a plus devant nous, quoi, hein, c'est plus les mêmes. Donc effectivement, c'est difficile de répondre à cette question à Céline. Mais je voulais revenir quand même sur le livre. Est-ce que ça fait du bien d'avoir écrit ce livre, Barbara? Ah, ça fait du bien. Parce qu'en fait, j'ai écrit ce que je ressentais, ce que je ressassais nuit après nuit, en fait. Parce que j'ai quand même passé une année sans dormir, je pense. Donc, et puis, quand j'ai commencé à noter, bah voilà, je ne sais pas, le simple fait de le noter, déjà, c'était une façon de l'exprimer, hein, une autre façon de l'exprimer. Et puis, même le simple fait que ce soit publié, donc l'idée n'était pas d'en faire un best-seller, mais c'était le fait que ce soit voilà, sorti, que ce soit là, que ça existe. Et les retours que j'ai, bah, ça me touche. J'ai lu quelques commentaires, je lisais ça hier, des commentaires sur Amazon. Alors, je ne vous cache pas que certains, ce sont des amis, mais qui ont lu le livre néanmoins et qui ont mis, je l'espère, leurs vrais commentaires. Mais je lisais hier un commentaire d'une personne que je n'identifie pas du tout, donc je ne sais pas du tout qui c'est, mais qui m'a dit, oh, voilà, ça m'a fait beaucoup de bien, ça a trouvé de la résonance, etc. Et ça m'a véritablement touchée. Parce que je me suis dit, ça me fait du bien à moi. Et si ça fait du bien, ne serait-ce qu'à une autre personne, mission accomplie, en fait. Voilà. Est-ce que le livre, tu l'as écrit, c'est un peu dur ce que je veux dire, tu l'as écrit pour toi ou tu l'as écrit pour ta maman? Un peu les deux, je pense. Au début, je me suis dit, j'écoutais ma mère, je notais des choses, je me culpabilisais presque de faire ça. En fait, je trouvais que c'était peut-être un peu... mais en même temps, j'avais ce besoin de le faire, peut-être pour immortaliser certaines choses. Et puis, plus j'avançais, plus j'avais l'impression de quelque part de lui rendre hommage. Alors, ça peut paraître paradoxal parce que je préférerais célébrer sa vie et la personne qu'elle a été avant Alzheimer, bien sûr. Mais d'une certaine façon, je le fais. Parce que pour ceux qui le liront, vous verrez qu'il y a beaucoup de retours en arrière où je parle de cette femme très lettrée, très, très éloquente, amoureuse des voyages, amoureuse de la vie, en fait, en somme. Et donc, bien que je parle de l'évolution et de la personne qu'elle est devenue aujourd'hui, je porte aussi un regard. Oups. On va la perdre. Ouh, oui. Ah non, ça y est, c'est là. Ça y est. Il y a eu un petit bug, je pense. Il y a eu un petit bug. Vous m'entendez? Rebonjour, oui. Oui, donc moi, je ne sais plus du coup où j'en étais, ça m'a un peu coupé dans mon élan. Mais oui, en fait, oui, je pense quand même malgré tout que c'est un hommage pour elle et beaucoup le voient comme ça. Donc, c'est le retour que j'ai. Donc, quelque part,
c'est ça aussi. Et en plus, pour ce livre, j'ai demandé à une amie de me faire la couverture et elle m'a peint un tableau. Et c'est une amie qui connaissait très, très bien ma maman. D'ailleurs, ma mère disait toujours en rigolant que c'était sa 3e fille. Et je trouve qu'elle a tellement bien capturé en fait, l'essence de ce qui se passe, la distanciation, le repli, etc. Et que donc, en plus, je vais garder ce tableau. Alors, quelque part, qui est une représentation triste, mais ça n'en demeure pas moins une représentation de ma mère. Donc, voilà. Superbe. Bah, merci beaucoup, Barbara. Merci à vous. Je vais passer Tous. la parole à Anne. Tu es sophrologue aussi, mais tu es aussi aide-soignante. Et toi, tu vas arriver avec le côté aide-soignante, le côté médical, on va dire. Et parce que quand j'ai fait cette immersion et que j'ai eu le retour, moi, des soignants en EHPAD et qui m'ont dit tout l'amour qu'ils avaient pour les résidents et qu'effectivement, ils étaient heureux de les voir le matin et que si jamais ils n'étaient pas heureux, énervés, en train de crier, etc., c'est qu'il y avait quelque chose et qu'il fallait fouiller et essayer de trouver ce qui se passait. Donc, je te laisse la parole. Oui, bonjour à tous et à toutes. Effectivement, il y a plein de choses qui me parlent depuis le début de cette conférence, des choses hyper intéressantes que j'entends. Notamment quand Barbara dit que lorsqu'elle va voir sa maman, qu'il y a ce moment où du coup elle va lui prendre la main, elle va beaucoup plus la câliner. Je trouve que c'est ça en fait. Peut-être le plus difficile pour les proches, la famille, les aidants familiaux, c'est de changer la façon de communiquer en fait avec son proche, parce qu'effectivement la maladie fait que les moyens de communication habituels évoluent. Et pourtant, voilà, vraiment la sensorialité, donc c'est vrai que ça fait aussi écho avec la formation en Snowden. Voilà, toute la sensorialité. Et puis moi, avec mon côté sophrologue, je peux aussi certifier que toute cette mémoire émotionnelle a un vrai rôle à jouer. Et quand on arrive à faire évoluer notre façon de communiquer avec nos proches, d'essayer de tabler sur la sensorialité et sur le côté émotionnel, effectivement, on arrive à recréer une autre bulle. Et que là, du coup, effectivement, les soignants, quand ils arrivent à ce moment-là, c'est un peu perturbant. Donc, j'ai trouvé que, en fait, moi, de mon point de vue de soignant, j'ai trouvé cet exemple-là de Barbara hyper vrai, en fait. Voilà. Mais c'est vrai aussi que c'est pas facile. Ça demande, je pense, une ouverture de notre part en tant que proche aidant, de pouvoir, en fait, s'ouvrir à une autre façon de communiquer. Et c'est pas toujours facile, parce que on aimerait garder notre proche avec un moyen de communication habituel, parce que ça fait écho aussi à toute notre histoire. Si on a plutôt eu une relation peut-être pas hyper dans le toucher, en tout cas on est hyper fusionnel au niveau du tactile, c'est vrai que faire évoluer ça, c'est pas forcément facile. Donc c'est vrai que ça peut être perturbant, dirons-nous. Mais voilà, après, moi, par rapport au Snowden, donc j'ai été formée aussi à cette pratique. Donc, j'ai beaucoup utilisé cette pratique-là dans mes accompagnements à l'EHPAD. Et ça m'est arrivé d'inviter, en fait, les proches à venir assister à une séance, à assister à ce moment, en fait. Moi, je n'aimais pas trop dire séance, mais en tout cas, ouais, je les ai invités à ça, et au début, ils ne savaient pas trop, et je leur ai dit que si, ils pouvaient. Alors, plutôt en les laissant dans un premier temps spectateurs pour voir en fait ça, pour justement les faire évoluer dans une autre façon de communiquer avec leurs proches. Parce que voilà, et c'est pour ça que je trouve que le projet de Amélie est hyper intéressant, même si voilà, ça fait appel à une activité, vraiment quelque chose, mais il n'empêche que c'est hyper intéressant parce que ça permet de donner des outils aux familles pour à la fois stimuler effectivement et aussi rentrer dans une autre communication, parce que par le biais de la stimulation, mais aussi de souvenirs, si c'est personnalisé, ça va forcément faire émerger des choses chez les gens, et à ce moment-là, on se rend compte que voilà, on peut garder une communication et on peut garder un plaisir, et c'est vrai que ça forcément que ça va
ça va faire écho, tout ce côté émotionnel, si c'est un moment plaisant pour eux, eh bien, c'est quelque chose qui va rester. Et ça, par rapport à ça, je fais le lien aussi avec le côté apathique des gens. Effectivement, parfois, on a des gens qui sont plutôt apathiques. Et toute la difficulté des proches qui viennent ponctuellement, c'est d'arriver à capter si la personne est bien, si la personne est contente de les voir, surtout avec des gens apathiques. Et le gros avantage d'avoir une équipe soignante H24, c'est que nous, on a ce côté-là d'observation. Et comme tu le dis, en fait, c'est vrai qu'on va se retrouver parfois avec d'autres choses à observer, plutôt des comportements d'agitation, plutôt des choses différentes. Voilà, quand on rentre le matin, même chez une personne apathique, on le sent, en fait, si la personne, elle se sent bien ou pas, à tout plein d'autres choses. En fait, le corps communique, leur esprit communique aussi, mais pas comme nous, on a l'habitude de communiquer avec eux auparavant. Donc, c'est vraiment d'arriver à s'ouvrir à d'autres façons de communiquer, s'ouvrir à d'autres façons de percevoir les émotions. C'est tout ça qui va faire que voilà, les gens vont pouvoir garder un lien et voir si son proche est bien et content de le voir. Voilà. Merci Anne. Est-ce que, parce que finalement on a plein de professionnels là quelque part, Madame Leca ou Nadège? Nadège, on ne vous a pas trop entendu par rapport à votre expérience, ou qu'est-ce que ça vous fait penser à quoi tout ce qu'on vient de dire, hein? Beaucoup de choses. Donc oui, moi je suis travailleuse sociale libérale. L'idée c'est de pouvoir apporter des réponses, des solutions. Alors pas forcément spécifiques aux aidants familiaux, mais à quiconque qui rencontre une difficulté. Mais pour le coup, c'est intéressant d'avoir tous ces échanges parce qu'effectivement, les familles, les aidants peuvent être confrontés à tout ce changement. Et ce que je peux entendre, c'est que ils reconnaissent plus leurs parents. Ils ont l'impression que quand la maladie a vraiment pris le dessus, ils ont déjà perdu leurs parents, même s'il est encore vivant. Et c'est vrai que ce moyen de chercher à communiquer est très important pour eux, sans parler que il faut gérer tout le quotidien, autrement aider aussi. Il y a tout le côté administratif, devenir tuteur ou curateur de son parent, comment financer l'EHPAD, et l'EHPAD est-il bienveillant, comment le choisir. Enfin, il y a tout ça qui est déjà difficile. Et du coup, de perdre son parent, perdre le moyen de communication, c'est encore, voilà, c'est très perturbant. Et effectivement, ce qui revient le plus, c'est que le seul moyen de communication, c'est le toucher. Donc, ça rejoint vraiment tout ce qui a été dit. Le toucher, une caresse sur le visage, tenir la main, et puis les souvenirs anciens, une musique, une photo qui peut déclencher ne serait-ce qu'un petit sourire. Et là, du coup, on voit bien le côté positif que ça apporte à l'aidant, tout en le préparant un peu à l'approche du deuil, la fin de vie. Toutes ces choses-là sont très difficiles à aborder. Donc là, je m'enrichis vraiment de toutes les deux les partages de témoignages. C'est vraiment très intéressant. Alors, Madame Leca, finalement, on est des deux seuls, non, avec peut-être Barbara, mais à être des aidantes. Peut-être Nadine aussi un petit peu, parce qu'il y a encore ta maman. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous avez des questions à poser? Profitez, parce que là, vous avez une belle brochette pour vous répondre. Enlevez votre micro, juste qu'on vous entende bien. Déjà, par rapport au thème, sont-ils renouvelés? Moi, j'ai la chance pour l'instant que maman n'a pas encore perdu la reconnaissance de ses enfants, même s'il y a des fois ça patouille un peu, que mon frère ressemble un peu trop à papa, du coup, voilà, il faut la resituer régulièrement parce que papa n'est plus avec nous depuis au moins 15 ans.
et que, bon, maman étant croyante, j'ai le droit à 3 fois par jour, si je veux l'avoir 3 fois par jour. Ah, c'est le Seigneur qui t'envoie, quel bonheur! Donc, ça, c'est sûr que par rapport éventuellement à tout ce que j'ai dû bouger dans mon emploi du temps, ou ne tout simplement pas envisager de mettre parce que il faut, mais j'essaye de pas vivre ça comme un devoir. Donc, à chaque fois que j'arrive et que je reçois cet accueil, j'ai déjà on me remplit d'énergie quelque part. Et puis, je l'essaye aussi pour rester pour que mon moral reste le plus positif possible. Déjà, de me dire que tout ce que j'ai je vais puiser dans tout ce qu'elle m'a donné, parce qu'on a eu la chance d'avoir une maman, quoique très professionnelle, puisqu'elle était, je vais la faire rougir à distance, mais c'était une des 5 étoiles de la neuro-orthopédie. Donc, vous voyez que la dégringolade est pour nous aussi quelque chose à accueillir, à accepter, tout ce processus de deuil blanc dont on parle, on le fait petit à petit. On reconnaît dans ces attitudes qui sont plus très adaptées, cette manière qu'elle a toujours de vouloir essayer d'aller pousser le fauteuil de l'un ou de l'autre, d'aller visiter en pleine nuit les chambres pour voir si tout le monde a ce qu'il lui faut, etc. Bon, c'est plus du tout adapté, mais c'est comme ça. Donc, de constater cette capacité qu'elle continue à avoir de vouloir donner d'elle-même de l'amour, tout simplement. Voilà, donc ce que je dis, c'est que c'est très émouvant. On sait. J'essaye de rendre, après le passage dans un terreau bénéfique, tout l'amour qu'elle m'a donné. Ben, très, très beau témoignage. Je vous laisse, si quelqu'un veut parler, je vous laisse lever la main ou lui répondre qui voudra. Est-ce que moi, je peux juste rebondir, allez-y, je vous en prie. Par rapport au témoignage, en fait, j'avais envie de faire un lien avec la conférence qui a eu lieu il y a 15 jours, parce que il y a 15 jours, on avait évoqué que pour garder une complicité, pour garder un lien agréable finalement, en tout cas moi, dans mon expérience, c'était ça, c'était d'éviter les contrariétés, d'éviter tout ça, pour que du coup, ça reste plutôt une relation agréable. Et en fait, quand j'entends le témoignage, je ne me rappelle plus du nom de la dame, pardon, je m'en excuse. En fait, quand vous dites que votre maman parfois peut confondre votre frère avec votre papa parce qu'il lui ressemble beaucoup et que malheureusement votre papa est parti depuis une quinzaine d'années. Quand c'est comme ça, si vraiment c'est des choses qui arrivent, moi ce que je peux conseiller en tout cas, c'est parfois plutôt d'essayer de resituer, d'essayer de dire ah oui, parler de votre papa en fait. Parler de votre papa, essayer de lui dire, d'évoquer ça, parce que parfois, je dis bien parfois, et c'est juste ça, en fait, parfois, on peut se retrouver avec le fait de resituer, on peut se retrouver dans la situation d'une contrariété. Donc, et c'est juste dans cette idée-là, pour justement garder le plaisir de vous voir et que ce moment-là reste gravé, parce qu'en fait, aujourd'hui, ce qu'on sait aussi, c'est qu'effectivement, la mémoire à court terme, elle part.
sauf, j'ai bien envie de dire, sauf l'amour et surtout sauf la mémoire quand elle est stimulée par le plaisir et par le bonheur, en fait. Moi, je me suis vue accompagner des gens qui ne se rappelaient pas, bien sûr, de ce qui s'était passé de la journée ou quoi, mais qui arrivaient à se rappeler de la visite du fils ou de la fille de la veille, parce que ça avait été un vrai moment de bonheur. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, c'est peut-être d'essayer c'est ce que je disais, en fait, d'essayer de communiquer autrement, d'essayer de pas mettre en valeur les difficultés, plutôt de surfer sur si elle parle de votre papa, d'essayer d'ouvrir la discussion là-dessus. Puis voilà, laisser faire, en fait. Voilà, oui, c'était quelqu'un que tu aimais ou est-ce qu'il te manque? Enfin voilà, la difficulté aussi parfois, c'est de pouvoir accueillir les émotions qui sont un petit peu plus difficiles à accueillir en tant que proche aussi, parce qu'on n'aime pas forcément voir son proche, mais pourtant, ça existe, ces phases-là où nos proches malades puissent avoir des moments où ils sont un petit peu moins bien sur le plan moral, en fait, voilà, avec un petit peu plus de mélancolie. Ça va, et puis j'arrive à bien gérer tout ça parce que en tant que je suis sa fille, mais j'ai aussi une formation de psychologue, donc j'arrive aussi à ne pas être que sa fille dans ces cas-là pour trouver des ressources. Et puis, pour l'instant, quand je parle de mon père, je ne peux pas en parler au présent. Et elle est encore capable de comprendre que si j'en parle au passé, c'est qu'elle pédale dans la choucroute. Donc, je glisse sur le sujet et croyant arriver devant mon père, je l'amène tout simplement et elle voit que c'est mon frère. Et dans ces cas-là, il n'y a pas de souffrance, il n'y a que de la joie puisqu'elle est contente de voir mon frère qui est là, puis tout d'un coup, elle réalise que, ah bah oui, non, je me trompe. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on essaye au maximum de ne pas laisser d'empreinte douloureuse parce qu'elle est encore en capacité de faire le constat que, que ça creuse un peu la plaie, quoi. Donc, je glisse là-dessus pour pas s'attarder sur ces choses-là. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, comme on dit, ça arrive en rafale et c'est parfois difficile de ne pas serrer les dents ou de ne pas avoir même une réaction, je dirais presque du réflexe, de gommer nos réflexes par rapport à une éventuelle surcharge. Voilà, quand ça tombe en cascade comme ça, c'est pas évident. Surtout quand, dans les pas dans lesquels elle est, qui pourtant nous a été affirmé comme étant le moins pire du secteur, c'est-à-dire que les aidants sont plutôt chaleureux. Bon, il y en a quelques-uns qu'il faut recadrer parce que malheureusement, il manque beaucoup de bras et qu'ils ne peuvent pas toujours faire le choix qu'ils préféreraient. Mais comme nous sommes très présents, mon frère, ma sœur et moi, on a un rapport assez transparent avec l'équipe qui encadre. Et on leur a demandé s'ils ne nous trouvaient pas trop sur leur dos. Et comme disait Amélie Poutier pour Stimuline, nous sommes un peu des testeurs pour eux. Et ils nous ont dit, ne vous gênez pas pour nous dire ce que vous remarquez qui ne fonctionne pas, parce que vous nous donnez des chances d'améliorer pour l'ensemble des résidents. Donc voilà, il faut oser l'ouvrir, il faut surtout pas se retenir, je pense. Du moment qu'on dit ça avec bienveillance et avec un souci pas de complicité, parce qu'en tout cas de collaboration. Voilà. Exactement, c'est exactement ça, c'est de créer une alliance bienveillante. Oui.
Merci beaucoup. Moi, en tant que professionnelle, je pense que tout est entendable. Si c'est dit, voilà, effectivement, parfois, ça peut être dit avec de la colère, ce qu'on peut comprendre, en fait. Mais chaque humain a ses limites et parfois, effectivement, les proches peuvent dire ça sur la colère et le professionnel en face peut-être n'est pas en mesure d'accueillir ça comme ça. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup Amélie, je pense que tu veux nous laisser. Merci en tout cas d'avoir présenté, c'est gentil d'être venue, mais voilà, je voulais présenter à tout le monde parce que je ne suis pas certaine que quelqu'un connaisse ton produit au milieu de toute la conférence et je trouve ça très bien ce que tu as fait. Merci en tout cas. Avec grand plaisir, merci à tous pour votre témoignage, merci encore Anne pour tout ce que tu fais et juste pour rebondir une dernière fois sur ce que Madame Lecade vient de dire. Oui, il faut oser, je crois que vous avez dit oser l'ouvrir. Je reprends votre terme. Oui, il faut oser l'ouvrir parce que voilà, je pense qu'on a tous envie de faire avancer les choses dans le bon sens et qu'on a besoin de co-construire. Voilà, c'est comme ça qu'on avancera intelligemment et voilà. Merci infiniment à tous et puis voilà, j'ai laissé mes coordonnées si besoin, n'hésitez pas. Tout le monde a pris, à bientôt Anne. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Alors, je voulais revenir avec Barbara parce que je ne vais pas te coincer trop longtemps si tu es sur la route. Est-ce que tu voulais conclure, dire quelque chose à Madame Leca ou par rapport déjà, à toi? je suis pas coincée. Hein. Je suis alors on reste là, moi. Mais je suis ravie. Je suis ravie d'être là. Hein. Moi, un petit coin avec un peu de wifi et voilà, il n'y a pas de souci. Oui, j'aimerais dire une chose. Vous voir pleurer, donc c'est Mathilde, c'est ça, de prénom? Oui. Voilà. C'est tellement dur parce que je me revois, c'est pas pour dire que je ne pleure plus. Hein. À chaque fois que je quitte l'EHPAD, j'ai quelques larmes, mais je ne suis plus, c'est plus une rivière comme ça l'a été la première, la deuxième, la troisième fois. Donc, je pense que maintenant, j'arrive à repartir. Quelqu'un a parlé tout à l'heure de faire un plein d'énergie, c'est ça, et puis un plein d'amour surtout. Et donc, à mieux le gérer. Et je pense surtout qu'il faut penser à vous, parce que je vous vois et je me vois il n'y a pas si longtemps. Et pour pouvoir mieux les aider, il faut que nous, on arrive encore à gérer tout ça. Donc, pour moi, il est important que ma mère ne me voit pas pleurer, ne me voit pas triste. Je crois que pendant 30 ans, on a toujours pleuré quand on s'est séparés parce que je travaillais toujours loin, j'étais toujours partie longtemps, donc on pleurait toujours quand on se quittait. Mais aujourd'hui, je mets un point d'honneur à ce qu'on ne le fasse plus. Je veux qu'on se quitte dans la joie, qu'on se retrouve dans la joie. Et je pense que si vous êtes 3 à vous occuper de votre maman, je ne veux pas vous dire d'espacer les visites, c'est pas ça. Mais peut-être d'y aller quand même un tout petit peu moins, faire des choses pour vous entre-temps et y retourner avec plus de... Enfin, je sais pas. Encore une fois, je suis pas soignante. Hein. C'est juste un avis. La dynamique familiale n'est pas toujours évidente. On est tous les 3 dans la ville auprès de notre maman. On a organisé notre vie. Alors moi, c'est arrivé un moment charnière, le moment où elle partait en EHPAD. Et c'est un moment où j'ai choisi de ne pas faire plutôt que de mettre en route des choses pour pouvoir être disponible. Tandis que et mon frère et ma sœur, mon frère est médecin, il a un énorme service à gérer. Donc, lui, il va s'occuper tous les soirs de la coucher parce que elle a eu, dans le détail, un eczéma géant qui était mal pris en charge dans l'EHPAD. Donc, il était nécessaire qu'au moins une fois par jour, on soit sûr que le traitement ait été bien mis. Donc, il y a plein de petits trucs comme ça. Là, maintenant, moi, j'y vais à midi et le soir pour la faire manger parce que sinon, elle ne mange pas. Et puis, essayer d'avoir un moment avant pour que ce repas... Le repas n'est jamais conflictuel avec moi, donc ce n'est pas un mauvais moment. Mais avoir un temps avant pour lui lire quelques articles, aller marcher un peu, pour continuer à garder une musculature suffisante qui lui permettrait de continuer à pouvoir contrôler ses sphincters
ce qui reste le cas pour l'instant. Tout ça, c'est des petites choses qu'on ne veut pas lâcher. Et je sais qu'il n'y a pas le relais à côté pour le faire à ma place. Donc, pour l'instant, c'est ça. Et on a pendant un moment eu l'accompagnement d'une personne, mais financièrement, c'est énorme parce que ça doublait le prix de la maison de retraite qui est déjà, la maison de retraite, c'est déjà 3 700 € par mois et l'accompagnement, c'était quasiment 3 000 € aussi, à raison de 3 heures par jour. Donc ça, il y a ça. Et j'avais une réaction par rapport à vos propos. Ah oui, de Babette, non, c'est peut-être Barbara, pardon. Non, là, vous me trouvez au bout d'une journée très, très compliquée parce que je suis arrivée à 10h30 pour m'occuper de maman parce qu'il y avait des soucis d'infection sur un pied, etc. J'ai enchaîné avec l'appareil dentaire et je ne suis arrivée à la maison que pour la conférence. Donc, vous voyez, c'était depuis 10h30, c'était du non-stop et avec des choses pas drôles à gérer en parallèle de maman, parce que je ne lui impose pas tout ça, bien sûr, je la préserve au maximum, mais je n'ai pas beaucoup de... Bon, c'est peut-être un des sujets que Anne a déjà évoqué, mais d'arriver à mettre en place des relais auprès des frères et sœurs pour s'occuper de notre même parent, il y a des fois, ce n'est pas évident, quoi. Voilà. Mais je pars 15 jours en vacances et je ne leur ai pas laissé le choix. Vous êtes où, Madame Lequin? À Meudon. C'est loin de toi, ça, Audrey? Meudon, c'est à égale distance entre Versailles et Paris. Je suis à côté je suis pas loin de Versailles, moi, donc. Ouais. Voilà. Non, ce qui est criant, c'est ce manque d'accompagnement de professionnels au quotidien dans cette EHPAD. Et l'animatrice qui est là, elle fait en effet des trucs en groupe, mais à chaque fois, c'est 5 personnes. Donc, sur 50 personnes, vous voyez qui est-ce qui est concerné. Et elle ne fait pas des ateliers roulants qui pourraient être un moment pour des personnes d'adapter des jeux ou comme proposait Stimuline, de proposer des choses qui soient adaptées à des dégradations de certains. On continue à jouer au Uno, au jeu de loi, bon, des choses. Maintenant, d'abord, maman, avec le métier qu'elle avait, elle n'a jamais tapé le carton, donc c'est pas aujourd'hui qu'elle va s'y mettre. Voilà, donc si vous voulez, d'arriver à proposer une palette suffisante, moi, je ne sais pas, rien que manuellement. Là, on a des magnifiques feuilles partout. Avec un bâton de colle, on pourrait leur faire des tableaux avec des feuilles. Il y a plein de choses. Et moi, j'ai une question, Madame Leca, qui me turlupine. Je ne sais pas si les autres vont avoir la même réaction que moi, mais moi, en tant qu'aidante, je serai à votre place. Je me dirais que l'endroit où elle est, ça lui convient pas. Ce n'est pas cet endroit-là qu'elle doit être. Je vais vous expliquer. Je ne sais pas, Audrey, mais voilà, moi, si je n'ai pas eu l'impression, moi, quand j'ai mis mon sweet papy à l'EHPAD, j'ai tout de suite senti qu'il était dans un univers qui lui convenait, il avait ce qu'il fallait. Il ne l'aurait pas eu, je me serais battue, hein, je l'aurais enlevé, je l'aurais mis ailleurs. Est-ce que j'ai tort? Je comprends ce que vous dites. Pourquoi elle est là? C'est parce qu'elle, il y a 10 ans, a choisi d'aller là. Et que ça nous a aidé à lui faire accepter le fait d'être là. Que c'est à maximum 10 minutes à pied de chacun de nous 3. Ça nous facilite la vie au quotidien pour être présent. Et que les autres EHPAD autour de nos domiciles ont été qualifiés comme pires.
D'accord. Donc, c'est sûr que je vois une de ses amies qui est en région parisienne, est partie se rapprocher de chez ses parents, ses enfants. Elle était à Gournay-en-Bray. Et ben, en arrivant là-bas, elle a fait des progrès parce qu'il y avait tous ces accompagnements au quotidien adaptés qui font que voilà. Il y a des progrès ou alors il n'y a pas de dégringolade en fait. C'est ça. En tout cas, voilà. Là, en plus, il y avait des progrès. Oui, il est possible d'y avoir des récupérations quand même, effectivement, quand l'environnement est bienveillant et qu'il y a des stimulations nécessaires. Mais quand vous parlez de stimulation, en fait, c'est pas forcément des activités très, comme vous dites, hein, très, voilà, ne serait-ce que de la marche, c'est hyper important. Et ouais, les petites activités, voilà, quand vous parlez des feuilles, c'est vrai que ça va faire aussi appel à tout ce qui est sensoriel, voilà, dextérité. Enfin, il va y avoir plein de choses de mise en place. Moi, je voulais rebondir, c'est hyper intéressant ce que vous venez de dire sur le fait que, effectivement, le choix parfois de l'EHPAD dépasse notre statut d'enfant, en fait. Hein, voilà, il y a des choix parfois qui se font pour faciliter, comme vous dites, la décision de collaboration, en tout cas l'aval de votre maman pour rentrer en EHPAD, ça a été cet EHPAD-là. Et ça, c'est à prendre en compte aussi parce que nous, on aimerait avoir le meilleur, effectivement, mais parfois, on est contraint aussi de faire des concessions par rapport à notre parent qui a envie, lui, d'autre chose. Alors même si, effectivement, aujourd'hui, vous constatez probablement que c'est peut-être pas le meilleur endroit. Aujourd'hui, moi, en tant que soignante, ma question, c'est quoi aujourd'hui le meilleur endroit? Voilà. On sait que le côté, la difficulté de recrutement est hyper compliquée. Dans les établissements publics, on se retrouve avec des budgets qui sont raqués aussi. Il faut être très honnête. Moi, l'EHPAD dans lequel je travaille, on a une psychologue qui vient une journée par semaine, mais l'ergothérapeute, il y a 10 ans qu'on n'en a pas vu. Voilà, quand vous parliez de kiné ou alors orthophoniste, n'en parlons pas, hein, c'est le désert médical par ici, donc même pas question de mettre une orthophoniste dans les pattes, il n'y en a pas. Et puis kiné, c'est des libéraux qui viennent. Donc voilà, c'est vrai que ouais, c'est vrai que c'est un vrai problème, mais ça ne dépend pas forcément de l'EHPAD, c'est ce que je veux dire en fait. Hein. Voilà, parfois, on est obligé de tricoter et de faire en fonction de tout ça. Et c'est vrai que quand vous parlez d'animation, moi, j'avais la chance de travailler dans un EHPAD où, alors je ne sais pas si je parle au présent ou au passé. Voilà, j'avais la chance de... J'avais la chance de travailler dans un EHPAD où moi, je suis aide-soignante formée ASG et formée, donc ASG, c'est assistante soins en gérontologie, et formée à plein de petites pratiques qui m'ont permis d'accompagner les gens. Et moi, mon plaisir, c'était d'accompagner les gens en individuel. Et je faisais partie d'une équipe d'AMP, d'AS, d'aide-soignante et d'aide médico-psychologique. Et on avait un petit peu chacune notre façon de faire, ce qui faisait qu'on était sur une équipe qui permettait en fait d'offrir plein de choses. On a eu la chance de travailler avec une équipe de direction qui nous a laissé faire et qui nous a fait confiance. Donc moi, je sais que j'étais beaucoup plus à l'aise avec des ateliers individuels, beaucoup plus personnalisés. Au maxi, je prenais 3 personnes sur des petits ateliers. Et puis après, j'avais des collègues qui étaient beaucoup plus à l'aise à faire des choses avec des groupes plus importants, avec des stimulations différentes, des ateliers différents. Mais aujourd'hui, c'est pareil, sur les difficultés de recrutement qu'on retrouve, en tout cas, moi, dans l'endroit où j'étais, notre équipe qui tournait sur l'animation, si on peut appeler ça comme ça, c'est une équipe qui a été clairement réquisitionnée pour aller faire les soins essentiels, les choses dont on ne peut pas se passer au quotidien, c'est-à-dire aider les gens dans les soins d'hygiène, dans la distribution des repas, des choses on peut pas enlever, voilà, dans le fonctionnement. Donc, voilà, on gardait les choses essentielles parce qu'on n'avait pas le choix, parce qu'on n'avait personne pour faire autrement le travail. Donc, c'était les temps de stimulation qui passaient à l'as. Mais moi, là où j'ai beaucoup de mal, c'est
c'est avec l'attitude de l'ancienne direction, puisque là, j'en ai même parlé avec le responsable infirmier qui m'a dit qu'il avait pas pu l'ouvrir, lui, quand m'avaient été fait ces remarques, parce que je proposais, puisque j'étais là si souvent, je proposais mon aide pour faire des petits ateliers ou des petites choses comme ça, et qu'on m'envoyait promener parce que soit attendez, je crois que c'est ma fille qui arrive, donc je vous emmène avec moi. Ouais, c'est bien ça. Oui, il y avait une sorte de, comment dire, suspicion de... C'était très maladroit certainement de la part de la directrice, mais l'infirmier m'a dit, mais je ne comprends même pas pourquoi elle a osé vous parler comme ça. Il n'y avait pas besoin de vous voir longtemps pour comprendre que vous aviez suffisamment de connaissances du problème pour être une accompagnante précieuse, quoi. Donc, c'est vrai aussi que, bon, voilà, quoi, je pense mettre un petit groupe devant une jolie peinture, les aider à en parler quand ils continuent à être capables de décrire des choses, pour leur faire parler de ce qu'ils ressentent vis-à-vis d'une belle image. Il y a tellement de possibilités, de toutes petites choses bon, par exemple, je leur ai dit, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un Internet qui est disponible pour tout le monde? Ça nous permettrait plutôt que d'avoir, bon, peut-être que ça plaît à certains, mais plutôt que d'avoir des émissions sur les chansons qui braillent dans le salon pour tout le monde, d'avoir une émission calme, adaptée, de découverte de la nature. Bon, il y a des fois, je vous assure que je me demande qui est-ce qui réfléchit. C'est censé être des professionnels. Madame Leca, mais c'est partout. C'est partout. Oui, et le problème, c'est que mais... nous, en tant qu'aidants, et quand on arrive avec nos proches, je pense qu'on a tellement d'émotions, tellement de choses qui... Voilà, on est tellement prêt à apporter beaucoup de choses. Moi, ça fait 6 mois que je demande d'être bénévole dans l'EHPAD où est mon beau-père. 6 mois. Et j'attends toujours, elle vient à peine de m'envoyer le papier pour pouvoir signer le document comme quoi je peux être bénévole, mais sans me dire ce que je vais faire et sans me rappeler derrière pour me dire « Super, on est content que vous soyez bénévole, venez vite !» parce qu'ils n'ont personne le samedi et dimanche en animation. Donc voilà, on le sait et en plus on a une émotion encore plus importante puisque on est la chair de leur chair, quoi. Donc c'est encore plus difficile de le ressentir. Je vais donner la parole à Nadine. Oui, merci. Moi, je vous rejoins, Madame Lecat et Anne, sur ce que vous dites. Effectivement, moi, je suis revenue sur le terrain auprès des collègues et dans l'EHPAD où je travaille. Moi aussi, j'ai une formation d'AMP, d'assistante de soins en gérontologie. Et en fait, je suis revenue au pavillon Alzheimer et ce que j'ai vu pendant le confinement a été terrible. Et en fait... D'ailleurs, j'ai cru à un moment que j'allais y perdre la raison. Hein. J'ai envoyé un courrier en disant, voilà, j'ai observé ci, ça, ça et ça. Et en fait, de toutes les maltraitances, effectivement, qui partent d'en haut, mais qui sont sociétales, hein, finalement. Et finalement, au niveau de la base, de la pratique au quotidien, ça a été vraiment terrible, avec effectivement les familles qui n'avaient plus du tout le droit de rentrer dans l'EHPAD et de moyens et plus l'autorisation de rien toucher, de rien faire, d'être là comme des... bon, voilà. Et effectivement, aujourd'hui, même en tant que formatrice, je me rends compte que les équipes que j'accompagne sont vraiment en détresse. Et le premier temps, c'est de leur dire, je comprends la situation, d'être dans l'écoute de toutes ces souffrances qui sont exprimées, effectivement, par rapport aux intérimaires qui sont de passage, qui font la pluie et le beau temps, qui décident de quand elles viennent travailler, qui partent sans même informer qu'elles sont parties, donc voilà, et qui ne respectent pas les engagements.
Et puis, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est passé pendant le Covid, c'est-à-dire qu'il y a eu des pratiques hygiénistes, en fait. Enfin, il y a eu vraiment une insistance sur les pratiques hygiénistes. Et j'ai l'impression, moi, auprès des soignants, qu'il y a une espèce de sidération, en fait, et que de revenir, alors, bon, avec le manque de personnel, et puis après, de revenir à des pratiques humanistes. En fait, ça reprend de l'énergie et ça recoute de l'énergie, en fait. Et je vois bien toute la difficulté dans lesquelles sont les soignants ou les accompagnants ou les animateurs ou animatrices. Et combien c'est compliqué, en fait, de sortir de cette période de sidération qu'il y a eu et de cette orientation très hygiéniste, en fait, qui a été mise en place. Et moi, j'ai accompagné ma grand-mère qui était dans une des structures, en fait, où je travaillais. Et pendant le confinement, j'ai eu la chance de pouvoir la voir, effectivement, puisque je travaillais dans cette structure-là. Et en fait, j'ai eu les deux côtés, quoi, de voir en tant que famille qu'est-ce que je vivais. Et on m'imposait les mêmes règles qu'à tout le monde. Et donc, d'être à distance avec un paravent, voilà, pour discuter, possibilité ou pas de rentrer dans l'EHPAD en fonction de toutes ces règles. En fait, mais ça a été complètement délirant. Et puis après, je pouvais toucher ma grand-mère, l'embrasser, m'approcher d'elle quand j'étais soignante. Et donc, c'était complètement paradoxant et complètement délirant, en fait. Et aujourd'hui, il faut retrouver un peu de sens, un peu de bon sens, un peu d'humanité, un peu de... Voilà, et je me dis, mais les soignants sont vraiment en difficulté, en fait, aujourd'hui, je me rends compte. Et en tant que famille, vraiment, j'entends tout ce que vous dites, parce que c'est tellement... voilà, moi j'ai accompagné mes deux grands-mères qui étaient en EHPAD et en fait ça a été tellement difficile de voir certaines pratiques quand on est accompagnante, soignante et en plus sur des approches non médicamenteuses et se rendre compte qu'on est allé vers des pratiques où la base de la base est à peine assurée en fait aujourd'hui. Et voilà, donc c'est très traumatisant en fait, je trouve. Et de pouvoir garder sa joie. Et aussi pour Anne, ce que tu dis, Anne, en tant que bénévole, aussi l'entrée des personnes extérieures aujourd'hui est extrêmement difficile, en fait, dans les EHPAD. Mais j'ai bien compris que les deux EHPAD où étaient mes deux sweet papis, ils ne voulaient pas de moi. J'ai bien compris qu'en tant que famille, ils ne voulaient pas de moi. Peut-être pour me protéger, mais je pense qu'il y avait d'autres choses derrière. Par contre, j'ai fait une immersion il y a 10 jours dans un EHPAD à Clapier, au-dessus de Montpellier. Et là, j'ai découvert vraiment par étage et par niveau, en fait, plus ou moins, avec des jardins, des cuisines individuelles pour chaque étage, des approches, mais du Snozellen, de toutes les approches dont on peut rêver. Elles étaient toutes là, avec une directrice mais vraiment fantastique et des soignants que j'ai interviewés. Alors, il faut que je monte tous les épisodes. Mais là, vraiment, je suis ressortie presque heureuse en me disant « Ouf, ça existe ». Ça existe quand même. Mais je n'ai pas eu le temps d'interroger encore la directrice. J'ai bien senti que pour arriver à mettre en place tout ça, elle s'épuisait. Elle s'épuisait. C'était je crois que c'est un institut catholique privé. Donc, voilà, une association catholique, quelque chose comme ça. Bien entendu que les deux autres, où sont mes sweet papis, ce sont des groupes. Donc, ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose, je pense. Oui. Mais bon, voilà, je voulais quand même... C'était important de dire quand même qu'on peut essayer de les rendre heureux. C'était vraiment le but de la conférence d'aujourd'hui. Je vous en dirai sûrement plus dans les prochains jours parce que je sors d'une demi-journée avec Colette Roumanoff. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, Colette Roumanoff, où j'ai fait un atelier d'improvisation une après-midi complète. Audrey, tu connais, voilà. Avec elle, un sacré bout de bonne femme qui s'est occupée de son mari jusqu'au bout et qui justement a aidé tout un groupe. On était une dizaine, des aidants, des soignants. C'était pas mal. Enfin, on était tous il y avait des aidants. Il y avait un monsieur, sa femme, ça venait de lui arriver. Il ne savait pas par quel bout attraper ça. Donc,
pour Alzheimer. Et j'ai une deuxième partie lundi prochain. Elle a écrit des très beaux bouquins, il y en a plusieurs, et sur lesquels je me penche particulièrement parce qu'effectivement, elle a la philosophie quand même de la bienveillance, et ce qui est le but de Sweet Papy Podcast à travers les conférences, le podcast et tout ce que je voudrais mettre en place avec vous tous. Et en tout cas, je vous remercie tous d'être là. Virginie, je te laisse peut-être parler parce que je ne t'ai pas laissé beaucoup parler, mais en tout cas, c'était extraordinaire de tous vous entendre. Effectivement, une heure, un peu plus d'une heure fantastique avec des échanges très, très constructifs. Moi, je ressors avec beaucoup de positifs, même si la thématique est pas facile au quotidien. En tout cas, j'espère que vous aurez trouvé, vous aussi, des points positifs, du dynamisme, de la bonne énergie. J'espère que voilà, vous allez pouvoir mettre aussi des choses en pratique, retenir des choses dans votre quotidien. Et surtout, n'hésitez pas à vous inscrire, hein, si ce n'est pas déjà fait, dans le groupe de Anne, Sweet Papy Podcast, pour avoir la suite des événements et de l'aventure, parce qu'on est paré pour pouvoir partager ça encore, j'espère, avec beaucoup, beaucoup de conférences et plein d'autres belles choses. Je vous remercie infiniment pour ce partage, en tout cas. Barbara, encore mille merci. Surtout, pensez à aller, si on faudrait qu'on remette, on vous renverra le lien. Tu l'as, toi, hein, Virginie, de bien remettre le lien du livre de Barbara, c'est important. Je l'ai mis, mais je peux le remettre. Je vais le remettre tout de suite. Si tu peux le remettre, qu'on le retrouve tout de suite. En dernier. Je vais peut-être laisser Barbara dire un petit mot aussi. Alors, un petit mot rapide, je vais juste rebondir sur ce qu'on disait sur l'EHPAD. On fait un compromis, hein. Évidemment, quand on met une personne qu'on aime dans un EHPAD, le premier compromis, c'est déjà qu'on aurait envie de ne pas les y mettre. Donc, à partir de là. Mais effectivement, on choisit des critères et moi, j'ai fait pareil. Donc, on a choisi un EHPAD qui est proche de ma sœur. Comme ça, elle peut quand même y aller très souvent. Et ça, c'est hyper important. Et à chaque fois que je m'y vais, je me dis, il n'est pas très beau. Mais ma mère ne voit pas s'il est beau ou pas. Donc, au final, il n'y a que moi que ça gêne. Et le personnel est très bienveillant, très aimant, je trouve. J'ai en tout cas pas vu de maltraitance. Pire, peut-être quelques maladresses. Et finalement, c'est ce qui compte. Donc oui, on fait des compromis. Je pense qu'il faut essayer de se concentrer sur le point positif. Donc pour moi, c'est vrai, c'est le fait que le personnel soit très bienveillant. Et dans votre cas, madame, bon, j'entends bien qu'il y a des tas de problèmes, hein, dans votre EHPAD, hein, ça certainement, mais il faut se dire qu'au moins, il est proche de vous et que ça vous permet quand même d'être très présent. Donc c'est une petite chose, mais une petite chose qui a son importance. Oui, parce que moi, j'en ai 3 et j'en ai 2 à l'opposé, un à 600 km, l'un tout près, et la troisième, la Sweet Mamie, à domicile, et qui, à mon avis, ne va pas trop tarder à devoir partir en EHPAD et va se poser la question de comment financer 2 personnes en EHPAD. Parce que là, ça va être beaucoup plus compliqué. Voilà. Mais bon, il faut les rendre heureux, il faut essayer au maximum. Voilà, j'ai une Sweet Mamie qui n'est pas très sweet, donc c'est pas très, c'est difficile aussi. Il y a aussi autre chose. Mais Anne, Virginie, si tu peux rester aussi en contact peut-être avec Madame Lecatz, voir si ça l'intéresse et tout de t'entendre, puisque vous n'êtes pas très loin peut-être. Bien sûr, oui, effectivement, comme Audrey, je suis à côté de Versailles. Oui. Donc, si jamais on peut vous aider dans votre approche, dans vous soutenir, être aidante d'une aidante. Parce qu'on ne vous a pas entendu, vous. Avec on entend bien plaisir. la souffrance, ouais. On entend bien aussi les difficultés et ça serait peut-être intéressant. Et surtout, rester dans le groupe avec nous, parce que vous avez vu, on est des super nanas quand même. C'est vrai, hein. En tout cas, mille merci à tous. Nadine, merci 1000 fois d'être venue parce que je t'adore tout autant. Et ton approche, nos Hélène, elle est, voilà, c'est pareil. Cette approche-là, elle est fantastique. Barbara, 1000 merci. Je sais que tu travailles beaucoup et que c'est difficile de t'avoir, mais si tu pouvais rester dans le groupe avec nous. La prochaine thématique… J'y compte bien. C'est gentil comme tout. La prochaine thématique, ce sera… j'ai rien trouvé de mieux que de mettre le 2 novembre, donc le jour de la fête des morts. Et ça sera avec un podcasteur que connaît, je pense, très bien Anne-Claire aussi, qui s'appelle Teddy Bradley, qui fait le podcast qui s'appelle Vivant et qui est absolument charmant. Et on va parler, on est en train de choisir le thème. Et la suivante, ça sera le mercredi 16 novembre. Et là, on va parler de comment arriver à les maintenir éventuellement à domicile, mais dans comment
comment on peut rêver d'un domicile heureux quand il commence à perdre l'idéal, ouais, voilà, quand il commence à perdre leur autonomie. Et quelque part, ça, je suis en train de le travailler, mais c'est aussi pour nous, parce que ça ne va pas tarder à nous arriver. Donc, pour certains, donc je me dis, mais comment est-ce que je peux garder un univers qui serait apaisant et agréable si je veux rester à domicile ou si, voilà, donc il y aura des personnes qui viendront aussi qui sont super intéressantes. Est-ce que Nadine peut donner les coordonnées de sa pratique? J'ai entendu un nom, mais je ne l'ai pas vu sur le chat, donc éventuellement. Merci. Oui, je vous le mets. Super. J'insiste pour que vous preniez soin de vous d'abord. Je fais mon max. J'en suis certaine. J'ai aussi la chance d'avoir un époux qui est très accompagnant, de sa femme qui accompagne. C'est parfait. Voilà. Donc, et d'être grand-mère. Et voilà, je pars 15 jours, être aidante d'une autre génération. Ouais. Donc, je vais aller aider, pas Anne-Claire, mais sa sœur, avec ses 2 petits. Voilà. Ça va faire du bien. Profitez bien. Ça va faire du bien. Nadine, c'est bon, tu as un... Alors, sinon, je renverrai à Madame Lecat. Je suis en train de l'écrire là, mais comme j'écris vite, du coup, je fais des erreurs. Bon, en tout cas, merci 1000 fois. Barbara, à très bientôt. Anne, comme d'habitude, merci. Je suis entourée là sur mon écran. J'ai 2 sophrologues là. 2 super filles aussi. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci et Audrey, encore 1000 merci d'être là aussi parce que pour ton professionnalisme, et je sais que je peux m'appuyer sur toi aussi. Oui, enfin là, je n'ai pas fait grand-chose avec le plan Internet, c'était pas terrible. Non, mais c'est pas grave. Je sais que mais bon, tu sais où me trouver et puis de toute façon, je suis sur ton groupe si on me cherche. Voilà, tout à fait. Tout le monde est sur le groupe. Beau témoignage la dernière fois. Donc, le visage remet tout ça en mémoire aussi. Donc, merci. Oui, enfin, moi, mon visage, on le voit partout. J'ai une chaîne YouTube, alors... Oui, mais c'est intéressant ce que tu as dit sur ta partie Oui, perso, surtout que j'ai un papa qui était adorable, mais sur la fin, il était très apathique. Et pourtant, j'ai quand même réussi. Voilà. Il y a des approches importantes. En tout cas, il y a plein de... On va repasser tout ça sur le groupe avec Virginie. On va aller en rajouter. Et puis, merci Madame Lecat, parce que ça nous a donné l'occasion aussi de pouvoir vous aider. Et c'est pour ça que ça s'appelle la conférence aidante. Voilà. Bonne fin de journée à toutes. Bon courage et encore 1000 merci. À dans 15 jours. Merci. Au revoir. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.